Cette vidéo a pour but de vous sensibiliser sur les techniques d'espionnage de masse qui sont aujourd'hui pratiquées dans la plupart des pays, ainsi que probablement, très probablement en France. Pourquoi je dis très probablement? Parce que officiellement, on ne peut pas officialiser l'utilisation de ces techniques par les services de renseignement français, voire d'autres nations. Mais par contre, ce qu'on sait et ce qui est sûr, c'est que ces techniques ont déjà été utilisées dans le monde par des États, notamment on a eu des scandales aux États-Unis qui avaient mis sur écoute des appareils électroniques en Suisse, dans des universités. Voilà, il y a des milliers d'affaires à ce niveau-là. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces techniques que je vais vous présenter, qui permettent de faire de l'espionnage de masse de bas niveau, permettent réellement de tout savoir de vous, et donc avec cette vidéo vous allez pouvoir les connaître et vous en prémunir. Il y a des petites techniques, on va les aborder surtout en fin de vidéo, en conclusion, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, l'espionnage de bas niveau, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à utiliser des outils qui sont dans le nom de bas niveau, c'est-à-dire taper directement votre hardware. Pour ceux qui ne connaissent vraiment rien en informatique, le hardware c'est le côté matériel, le software c'est le côté logiciel. Sur un ordinateur avec Windows, vous avez Windows qui est le logiciel et vous avez une carte mère, un SSD, de la RAM, etc. Ça c'est du matériel, c'est du hardware. Aujourd'hui, ces attaques-là vont passer par du hardware principalement. Donc, on va les citer. Les firmware, donc ça peut être les pilotes, des pilotes propriétaires, pour votre clavier, pour votre casque, pour votre carte graphique. C'est un risque parce qu'un pilote peut avoir du code malveillant, détourné, qui est à bas niveau, donc ce sont des langages qui se rapprochent souvent du binaire, qui sont des couches légèrement au-dessus des fois, et ce type de langage-là est très difficile à voir, surtout quand on n'est pas un professionnel. On peut y mettre des malwares, et c'est beaucoup plus difficile même des fois pour les anti-malwares, connus sous le nom d'antivirus, mais c'est pas le bon nom, mais les anti-malwares ont des fois du mal à déceler des attaques de bas niveau, parce que si on tape directement sur le binaire, donc les 0 et les 1, ce qui permet d'échanger directement avec votre matériel physique, et c'est souvent très compliqué de trouver entre guillemets un malware à l'intérieur de ce genre de code. Bref, donc ça correspond à vos pilotes propriétaires, à surtout vos composants, parce qu'un SSD a des pilotes. Vous allez avoir des pilotes dans une carte graphique, dans un CPU, ce qu'on va appeler le firmware, le BIOS. On va parler des BIOS. Qu'est-ce que c'est un BIOS, qu'est-ce que c'est un UEFI, et puis à quoi ça sert, et puis qu'est-ce qu'on peut y faire dedans, quel est le risque et comment s'en prémunir. Ensuite, on a aussi via les disques durs, comme je viens de le dire, on peut avoir des pilotes dans les disques durs, on peut avoir du code si on ne formate pas le disque dur initialement qui est dedans. Souvent, ils mettent même des drivers, ils s'en cachent pas, ils les mettent directement quand vous ouvrez le disque pour la première fois, vous voyez qu'il y a des documents. Mais vous pouvez avoir aussi des petits softwares qui se mettent automatiquement à l'initialisation du disque, et ça peut aussi être dangereux dans certains cas. Pareil, disque dur, clé USB, c'est pareil, support USB. Via les télécoms, donc via le réseau, via votre câble de fibre, en entrée et en sortie, il y a du flux qui échange, qui traverse, il n'est pas chiffré, il n'est pas sécurisé, donc on peut avoir une analyse de votre trafic via les télécoms, sans parler non plus des réseaux mobiles, de la 4G, de la 5G avec les antennes relais, où vous êtes écouté, ou encore une fois, si vous n'avez pas de VPN, il n'y a pas de chiffrement, et encore moins de bout en bout, donc ça sera un point aussi à aborder assez important. Via les claviers, ça vous connaissez bien, on en a déjà parlé, les keylogger, principale technique d'espionnage, un petit logiciel qui peut s'installer même sur Windows, sur macOS, ou directement dans le clavier physiquement. Si vous achetez des claviers physiquement sur des plateformes un peu douteuses, vous pouvez avoir dans certains produits qui seraient infectés, à l'intérieur du clavier, vous avez un petit composant qui est invisible, qui est caché dans le plastique, et qui va récupérer vos touches de frappe, qui va essayer par exemple de les mettre sur votre système d'exploitation dans un fichier, qui va, si votre PC est connecté à internet, essayer de taper un serveur et d'envoyer vos infos, envoyer vos mots de passe, etc., etc. Donc faites attention quand vous achetez aussi ce genre d'outils. C'est pareil pour les câbles téléphone, les câbles d'alimentation. Faites très attention, prenez des câbles propriétaires pour vraiment être sûr. Sinon, vous prenez des câbles de marque renommée. Mais toutes les câbles génériques ou autres, il y a un danger que justement il y a un petit système qui puisse capturer des données. Alors c'est quand même assez sophistiqué, mais ça s'est vu, même pour quelques euros, des techniques qui avaient été mises en place dans certains pays ou autres. Via les écrans, vous allez voir
Pourquoi et comment? En réalité, j'aurais dû mettre un seul point, via les écrans et via le HDMI. Avec les ondes électromagnétiques, et notamment via le câble HDMI, des études et des chercheurs ont démontré qu'on pouvait obtenir l'intégralité de l'affichage d'un moniteur. Et donc ce sont des techniques qui sont avérées, qui sont utilisées en tout cas par les services de renseignement français, c'est avéré. Il y a des reportages disponibles en ligne que j'ai pu voir. Donc aujourd'hui, avec des fuites électromagnétiques, les autorités peuvent totalement analyser votre écran, tout voir, la souris, vos mots de passe, et d'une précision extrême. Et ça, vous allez voir, ça fait très très peur. Via les câbles RJ45, c'est pareil, on peut avoir des fuites électromagnétiques, on peut avoir de l'espionnage sur un routeur qui serait par exemple compromis, sur une entrée, une sortie sur votre box. On retrouvera plus en détail, mais c'est aussi un risque. Et puis, plus globalement, pour réunir l'HDMI et le RJ45 via les ondes électromagnétiques. On pourra parler même des ondes 4G, 5G encore une fois. Donc, c'est un point qui se ressemble un petit peu. Mais on va voir tout ça ensemble et on va commencer directement avec les firmware, notamment des CPU. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un BIOS, qu'est-ce que c'est un UEFI? Alors le BIOS, en l'occurrence, ça va être la première et la toute première version des micro-logiciels pour CPU, pour carte mère, la plupart du temps, parce que, attention, un BIOS n'est pas rattaché à un CPU, il est rattaché à une carte mère. Vous avez une carte mère, vous avez un BIOS. Le CPU qui va s'ajouter par-dessus la carte mère, en l'occurrence sur des cartes mères de PC qu'on pourrait appeler ATX pour les formats standards, vous allez avoir une carte mère et on va y intégrer un CPU, c'est-à-dire un processeur. Le BIOS sera dans la carte mère et non dans le CPU, ça faut le savoir, dans le processeur. Il ne sera pas dans le processeur. Donc au début on a eu des BIOS, ce sont les premières versions de micro-logiciels disponibles dans les cartes mères qui permettent, en gros, pour faire très simple, pour pas rentrer dans le détail, vous avez votre PC, vous le démarrez, le BIOS va faire l'intermédiaire entre vos composants matériels et vos composants, si on pourrait appeler ça comme ça, logiciels. C'est-à-dire, vous avez Windows, le BIOS va permettre de fournir les informations Windows pour démarrer correctement et pour être stable avec tous vos composants. Les ventilateurs, les disques durs, les alimentations qui sont branchées sur le PC, tous les composants, carte graphique, carte mère, enfin du coup carte mère parce que oui ça vient de la carte mère, mais CPU etc, voilà, ça reprend tout. Mais vous avez eu des nouvelles versions qu'on appelle les UEFI. Ce sont des BIOS micro-logiciels évolués qui ressemblent beaucoup plus à des systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, un UEFI, on peut naviguer dedans, on a une souris, on a de la couleur, des fois voilà, on est comme sur un peu un système d'exploitation et on peut gérer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de paramètres, on peut les mettre à jour, voilà, c'est beaucoup plus complet, c'est pas primaire comme on avait les BIOS à l'époque où on avait juste les touches du clavier pour descendre et pour monter, on a vraiment l'impression d'être sur un PC. Le risque de tout ça, c'est qu'en fait, les BIOS récents et les UEFI récents vont embarquer plein de logiciels. Ils vont embarquer des fois de la télémétrie, ils vont embarquer des outils propriétaires de suivi à distance, de contrôle à distance, parce que les constructeurs veulent prendre en main à distance le matériel pour les professionnels notamment, donc mettre en place ça aussi sur les composants même pour les particuliers. Donc il y a un risque justement de prise en main à distance premier niveau, de récupération par le constructeur avec les nouvelles versions, et en plus de ça, on a eu dans plein d'histoires dans le monde et notamment chez les Américains, des backdoors qui avaient été mis en place dans les micro-logiciels, donc les BIOS et les UEFI, qui permettait de récupérer des informations de clavier, de récupérer des informations du PC, d'obtenir des connexions à distance sur le PC, d'infecter le matériel et donc de participer à une certaine surveillance de masse. Ça, ce ne sont pas des faits qui sont extrêmes, qui sont complotistes, ce sont des faits qui sont concrets. Je vous mettrai des articles dans la description. Il y a eu des choses qui ont été mises en place, techniquement ça a été confirmé, c'est possible. Faites attention, les nouveaux UEFI, les nouveaux BIOS avec les nouvelles cartes mères embarqueront certainement beaucoup plus de télémétrie, de suivi, de gestion à distance constructeur et potentiellement, même si ce n'est pas sûr, de backdoor d'un État qui le mettrait de façon intentionnelle ou non. Des fois même les constructeurs n'en ont pas la connaissance, mais les États ont réussi à mettre des backdoors quand même. Et donc, est-ce qu'il faut faire ces mises à jour de BIOS? J'aurais tendance à dire oui, mais le problème c'est que plus vous allez upgrader, c'est comme avec Windows, plus vous allez vous prendre, entre guillemets, excusez-moi du terme, des merdes, et ça va augmenter les risques de sécurité. Moi, ma recommandation, et on en fera une vidéo spéciale, vous voulez un ordinateur qui est assez libre et assez anonyme et qui évitera un minima la surveillance de masse premier niveau, prenez des anciens ordinateurs avec des anciens BIOS. Vous allez me dire oui, mais les risques de sécurité, les failles 0D, elles sont pas patchées, etc. C'est vrai, mais sur un PC qui a un BIOS ancien
qui n'a pas tous ces outils, qui n'a pas toutes ces fonctionnalités de connexion à réseau, de connexion à distance, de télémétrie, de suivi constructeur, etc., vous aurez pas la possibilité d'avoir des backdoors qui sont développées, qui sont importantes, qui sont considérables, et ça va réduire considérablement finalement votre risque. Moi, je l'ai testé comme ça, j'ai modéré mon risque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je conseille de prendre des anciens de l'ancien matériel, des anciennes cartes mères, des anciens PC qui sont quand même plus sécurisés que les nouveaux. Voilà. Donc les solutions pour faire vite, moi je recommande d'avoir un PC plus ancien. Sinon vous avez des outils qui permettent de vérifier l'intégrité des BIOS, ils sont pas compromis, mais concrètement ça vous permettra pas de voir s'il y a eu une backdoor, ça vous permettra à la limite de voir s'ils n'ont pas été infectés par un malware, mais ce qui est très très rare. Donc voilà, vous avez tout compris. Ensuite, sur la compromission des périphériques de stockage, ça va comprendre plein de choses. Les disques durs neufs, les clés USB, ça va comprendre même les claviers, on peut les mettre dans ce genre de choses. Et qu'est-ce qui peut se passer? Comme je vous ai dit, un périphérique USB, quand vous l'achetez, vous le formatez. Le mieux, c'est de le formater sur un autre PC avant de le mettre sur votre PC. Vous le formatez avec un outil de kill disk, de destruction de fichiers, sécurisé, pas de formatage rapide. Pour vraiment rentrer en profondeur, sinon ça ne formatera pas les documents, ça va simplement formater les chemins d'accès à ces documents. Ils seront récupérables facilement, et certains malwares très puissants pourraient potentiellement ne pas être totalement éradiqués. C'est un peu comme la mauvaise herbe, vous retirez les racines, sinon ça repousse. C'est un peu le même principe. Donc, formatage pour les supports de stockage USB, pour éviter justement ce genre de problème. Dans certains cas, vous avez des drivers génériques, notamment chez Linux, on peut utiliser des drivers génériques pour des SSD, pour des cartes graphiques aussi, ça existe. Ils sont souvent moins bien, mais dans certains cas, ça fait le boulot, et ça vous évite d'avoir les drivers propriétaires qui déjà sont propriétaires, donc on n'a pas les infos sur ce qu'il en est fait, et donc on aurait aussi un risque de backdoor, de surveillance de masse, que ça soit du constructeur, en tout cas qu'il l'ait autorisé ou non, ça peut arriver. Pour les claviers, c'est la même chose. Moi, je recommande d'acheter des claviers de marque sûre, sur des sites sûrs. Faites attention aux intermédiaires. On pourrait acheter une marque qui est connue, mais qui est revendue par un intermédiaire qu'on ne connaît pas et qui lui va acheter, comme c'est passé justement dans un pays où ils avaient acheté des téléphones, ils avaient mis des petites charges explosives, et en réalité le constructeur était véritable, mais il y avait un intermédiaire qui les avait reçus, les avait remis en carton d'origine. On n'a rien vu du tout, et finalement il y avait des choses à l'intérieur. Je suis pas en train de vous dire qu'il y aura des bombes à l'intérieur, mais je vous dis simplement que faites attention, vous achetez un Logitech ou un HP en clavier, faites attention que vous l'ayez bien acheté chez HP et pas via un revendeur qui pourrait massivement les ouvrir, mettre une petite carte à moins d'un euro ou deux, et avec ça vous le branchez sur le PC, ça se connecte à votre Windows, ça récupère les touches de frappe. En offline entre guillemets, vous le voyez pas en offshore, vous le voyez pas sur votre PC, mais ça va copier tout dans un répertoire. Dès que vous êtes connecté à internet, ça va l'envoyer sur un VPS, sur un serveur, et là vous allez vous faire pirater. Ça, c'est pas encore une fois des gens parano, c'est du concret, c'est des techniques qui sont possibles, qui sont possibles, si je peux dire ça comme ça, si c'est le terme, qui peuvent être mis en place. Donc il faut en avoir conscience surtout. Il faut avoir confiance de ce qu'on fait, mais il faut en avoir conscience. Voilà. Donc je voulais quand même faire un point là-dessus. Alors on a aussi au niveau des câbles RJ45, alors on peut y venir après, vous allez voir via les périphériques d'entrée, on va reparler des keylogger, etc. J'avance toujours un petit peu vite comme toujours, mais sur l'exfiltration des données, alors ce qui est fou, c'est que on a pu voir dans certains cas, alors ça je l'ai vu dans des études, moi personnellement je suis un peu moins de cet avis, mais les LED peuvent être manipulés avec des clignotants et des fréquences spécifiques et transmettre de l'information. Alors ça c'est plus dans le cadre très extrême où y a un attaquant qui a visuellement l'accès à votre périphérique. Ça marchera pas à distance, il n'a pas un accès vidéo. Mais a priori, il y a des possibilités justement d'exfiltrer à des vitesses jusqu'à 4000 billes par seconde via les LED des disques durs de l'information. C'est un petit peu la même technique d'exfiltration qu'on va avoir avec les ondes électromagnétiques sur les câbles HDMI. C'est une autre technique, mais ça ressemble. C'est une façon d'exfiltrer de la donnée, sauf que en électromagnétisme, ça le fait avec justement des ondes électromagnétiques. Et là, en l'occurrence, c'est pas via des ondes, mais via des clignotements de LED. Voilà, donc dans le détail je saurais même pas vous dire comment c'est fait, mais en faisant mes recherches j'ai trouvé ce point là qui est intéressant à souligner.
Je vous mettrai de la documentation dans les commentaires pour aller plus sur le sujet. Sur les périphériques d'entrée, je vous l'ai déjà dit, les keyloggers, alors il y a des solutions, j'avais fait une vidéo, je propose des anti-keyloggers, ce sont des petits logiciels que vous installez en l'occurrence sur Windows, je dis toujours Windows parce que la plupart des gens sont sous Windows. Mes vidéos touchent aussi des gens qui ne sont pas techniques, donc qui sont moins sur Linux, ça touche tout le monde. Donc un anti-keylogger, pareil, je pourrais en mettre en description, sinon allez fouiller sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Keylogger. C'est un logiciel qui se met souvent sur Windows et qui va anonymiser vos frappes. Dès qu'une frappe est prise en compte par le système d'exploitation, elle va automatiquement être anonymisée. C'est-à-dire que elle va être chiffrée. Votre caractère A sera le caractère 3B. Le B sera WX. Et donc finalement comme ça, vous écrivez une lettre de 5 mots et ça fera 25 mots, illisible, incompréhensible, donc on ne peut pas récupérer vos caractères. Le plus important c'est les mots de passe et à la limite les infos perso, numéro de carte, etc., carte vitale, etc., numéro des impôts ou ce genre de choses administratives. Et donc avec ces outils-là, on se protège à premier niveau. Après le problème c'est que des fois les keyloggers logiciels ne fonctionnent pas s'il y a un keylogger matériel. Parce que si c'est la frappe en elle-même qui est retenue physiquement sur le clavier, vous avez beau avoir un logiciel qui va anonymiser après, elle a été enregistrée sur le clavier quand vous avez appuyé physiquement. Et donc là, le keylogger logiciel ne marchera pas. Il faudrait des keyloggers matériels. À ma connaissance, ça n'existe pas vendu au grand public. Là, il faut simplement partir du principe qu'il faut faire confiance à son clavier et il faut bien l'acheter et pas n'importe où. Donc ça réglera le problème. Par contre, on n'est pas à l'abri d'un État qui met ça dans les claviers et qui le fait passer entre guillemets en souterrain dans le chemin de la vente pour un constructeur reconnu. Ça pourrait être Apple, ça pourrait être HP, ça pourrait être Logitech. On n'est jamais à l'abri de ça. Il faut faire attention. Voilà, c'était le petit côté prévention. Alors, sur l'exfiltration des données via les câbles et les ondes électromagnétiques, il y a les câbles HDMI, on en a parlé. Donc les signaux, donc les ondes électromagnétiques, elles peuvent être interceptées et reconstruites de façon très simple et très rapide, et même dans des distances plus ou moins longues. Ça va dépendre de s'il y a des murs, de s'il y a des barbelés, de la distance entre vous et la personne qui a une antenne. L'antenne est assez volumineuse, donc ça peut se voir, c'est vrai. Mais on peut facilement, à une dizaine de mètres, une cinquantaine, voire une centaine de mètres pour les plus grosses antennes, voire un petit peu plus, récupérer la totalité de votre écran. La couleur, les textes, les mots de passe. Et ça demande pas beaucoup de matériel, une grosse onde, une petite configuration avec un PC qui permet d'émettre et de recevoir des ondes électromagnétiques et de les traiter et de les reconstruire. Mais c'est possible et les équipes de renseignement français le pratiquent et officiellement d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, notamment via des reportages, je essaierai de vous les mettre en description. Donc renseignez-vous, comment on fait ? Finalement, on utilise des câbles blindés. On rajoute par exemple du film magnétique. Vous pouvez utiliser par exemple des matériaux à base de fer, comme un papier un peu magnétique, à enrouler sur vos câbles pour les protéger. Alors attention, ça marche pas tout le temps. Souvent le signal il va partir quand même, mais il sera un petit peu dégradé. Il faut vraiment utiliser des outils très spécifiques et des matériaux très spécifiques pour totalement isoler le câble. Sinon la meilleure solution reste d'utiliser du DisplayPort. A priori, pas d'études officielles prouvant des fuites de DisplayPort. En réalité, je pense qu'il y en a. Elles sont surtout documentées sur le HDMI pour le moment, mais ça peut être une solution pour réduire un petit peu son risque. Et encore une fois, si vous êtes dans une grande demeure qui a 50-100 mètres autour de votre habitation, que le PC et entre de bons murs, il y a très peu de chances que réellement une équipe de renseignement puisse récupérer ces infos-là. Et en plus, si vous avez un câble DisplayPort et qu'en plus de ça, vous avez rajouté une protection sur la gaine, il y a honnêtement très peu de chances finalement que vous puissiez être surveillé. Mais c'est à considérer, sincèrement. Alors, du coup, pareil, via les LED de routeur. Alors bon, encore une fois, c'est une technique qui existe, que j'ai trouvé. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça. J'aurais plus tendance à dire qu'on a un problème, on a un risque avec les routeurs, avec les télécoms en règle générale. On va le voir après sur le résumé. Mais avec les télécoms, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, votre routeur en entrée, c'est pas chiffré, en sortie non plus, votre trafic n'est pas chiffré, et il peut être totalement écouté, surveillé, si vous n'utilisez pas de VPN. Pourquoi ? Le VPN, s'il n'est pas lui-même surveillé, il va chiffrer votre réseau. S'il chiffre votre réseau, ce qui va sortir de votre réseau sera illisible, on ne pourra pas le voir. Avec un routeur, avec une box FAI, tout ce qui va sortir sera visible. Donc on va pouvoir vous espionner en sortie,
On va pouvoir en plus de ça, parce qu'il y a des techniques avec les LED routeurs, mais encore une fois, pour les contrôler, il faut avoir un accès vidéo visuel pour extraire de la donnée avec des LED, donc ça c'est pas réaliste, c'était surtout pour vous montrer que c'est possible et que vous mettre en alerte. Attention, attention, soyez parano, votre parano aura toujours raison. C'est la réalité. Les gens qui peuvent regarder les vidéos vont se dire ouais mais oui, il est parano. Oui, mais aujourd'hui il y a très peu de personnes qui vont en parler de ça. Moi j'en parle aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tout le monde en parlera et ça sera normal, ça choquera plus. Aujourd'hui ça choque et quand ça choque, on a tendance à dire ah parano. Oui mais réellement c'est technique. Moi aujourd'hui je suis technique, je souligne des problématiques réelles, réalistes, mises en pratique, qui sont concrètes. C'est pas de la science-fiction. Donc faut en avoir conscience. Via le routeur, le chiffrement, faites attention aussi aux fuites de Wi-Fi. Le mieux c'est de pas avoir de Wi-Fi, d'être en full filaire, mais c'est pas toujours possible, rien qu'avec les téléphones. Donc si jamais vous utilisez du Wi-Fi, il faut faire de la liste blanche, c'est-à-dire vous allez whitelister avec les Mac déjà les appareils pour qu'il y ait un premier niveau de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, c'est même de faire de la whitelist IP, de fixer les IP sur les appareils pour se sécuriser beaucoup plus, désactiver par exemple ce qu'on appelle le DHCP, le fait d'automatiquement trouver une IP, attribuer automatiquement une IP à un appareil. Si vous le mettez en fixe, déjà vous fixez vos IP, c'est beaucoup plus simple. Vous autorisez que certaines IP, que certaines plages d'IP, ça c'est une sécurité importante pour votre matériel. Ensuite vous allez avoir le protocole de sécurité du WP3, le mieux c'est de le prendre en entreprise. En entreprise c'est du WP3 XT AES 256 bits, ça c'est beaucoup plus sécurisé que le 128 bits. Ça va pas parler à tout le monde, mais il faut le savoir, il y a plein de façons de se protéger. Si ça vous plaît, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça, mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut quand même faire très attention. Et surtout côté antenne relais, n'oubliez pas que tout ce qui va être réseau télécom, télécommunication, quand vous passez des appels, quand vous envoyez des SMS, et attention, pas des e-messages ou autres, e-messages passent par le réseau internet, ils sont chiffrés, ils sont plus sécurisés. Quand vous passez directement un SMS et pas un SMMS, enfin un message un petit peu réseau, un SMS avec l'infrastructure SMS des antennes relais en France, il n'y a pas de sécurité, il faut le savoir. Tout est en clair pour l'opérateur. Et encore une fois, les services de renseignement ont mis sur écoute tous les opérateurs à tous les niveaux, que ce soit en fibre, en télécom, en antenne relais, ça ne change rien. 4G, pas 4G. Donc VPN tout le temps, de A à Z. Vous serez pas 100% anonyme, faut le savoir, mais au moins vous aurez du chiffrement. Donc ça va rendre pratiquement illisible vos conversations, en tout cas très difficile à déchiffrer. Et en plus de ça, ça rend plus difficile si vous utilisez un bon VPN de la façon dont on peut vous écouter, vous retracer. Donc pour résumer, les risques auxquels il faut faire attention: les firmware, disque dur, clavier, casque, carte graphique, les pilotes du coup, les BIOS, les UEFI. Il faut en faire très attention. Ensuite, les télécoms, antennes relais, les box, tout ça, chiffrement VPN obligatoire, sécuriser votre Wi-Fi, les listes blanches, la configuration IP, les protocoles de sécurité WP3, le chiffrement en AES, tout ce genre de choses essentielles. Les claviers, c'est pareil. Les keyloggers, on fait attention. On achète un clavier de marque. On essaye de pas l'acheter n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. On croise les doigts, malgré que ce soit une marque qui n'ait pas de keylogger à l'intérieur. Pour les plus fous, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez vérifier. Il y a des gens qui le font, c'est marrant de regarder ça en ligne, mais bon, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Pour tout ce qui est écran, on privilégie le DisplayPort et pas l'HDMI, ou alors du HDMI renforcé. Du HDMI avec par-dessus un petit matériau, un peu métallique pour faire une barrière électromagnétique, pour faire une sorte de cage de Faraday. Tout ce qui va être du coup RJ45, c'est pareil. On fait attention au routeur, on essaye de sécuriser les câbles, on prend du 4.7, 4.6 pour avoir des câbles beaucoup plus renforcés en termes d'électromagnétisme, pour éviter des fuites potentielles. On n'en a pas parlé, c'est pas 100% officiel, mais on doit pouvoir en ressortir pas mal de choses. Au RJ45, ça c'est une réalité. Deux câbles RJ45 très proches peuvent avoir des fuites électromagnétiques et donc on peut récupérer aussi de l'information. Tout ce qui est ondes électromagnétiques, c'est ça, l'HDMI, le RJ45, les télécoms, la 4G, etc. On l'a dit, VPN, protection. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses, j'espère que vous aurez pu avoir une prise de conscience. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, allez vous balader, il y a plein de sources toujours dans les vidéos, dans les descriptions. Vous allez pouvoir voir tout ce que je dis, tout est sourcé, tout est détaillé, vous pouvez vous amuser. Et puis si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne pour de prochaines vidéos et je vous dis à samedi prochain, 13h.